excitement is palpable. Bonjour Max, comment tu vas? Ça va bien, toi? Superbe, merci. Alors pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, alors moi je te connais forcément, j'ai fait mes recherches. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, je m'appelle Maxime Lefebvre. Je travaille au Minnesota Timberwolves. C'est ma première année. Avant ça, j'étais à Texas Tech en NCAA. J'ai fait 3 écoles en NCAA. J'ai joué aux États-Unis en fac à un petit niveau. À la base, je viens de Lorraine, mais en France, j'ai joué un peu partout. J'ai joué dans le sud. J'ai joué à Châlons-en-Champagne. Donc, j'ai fait mon tour. Ok, super. Alors du coup, tu es parti aux États-Unis pour jouer au championnat universitaire, comme tu viens de dire. À la base, c'était ça le projet. À partir de quand tu as su que tu finirais pas joueur et comment s'est passée la transition? Ouais, entre ma troisième et quatrième année, donc entre mon année junior et senior, je me suis blessé au dos. J'ai pu revenir pour ma dernière année, mais j'étais jamais à 100%. J'aurais pu revenir en France et jouer peut-être en N1, quelque chose comme ça. Mais ça m'intéressait pas vraiment. Déjà, au niveau financier, il n'y a pas énormément d'argent. Et puis, juste pour jouer à ce niveau-là, ça m'intéressait pas. Donc, je voulais rester aux États-Unis. Et rester aux États-Unis, bon, à part la NBA et maintenant la G League, il n'y a pas vraiment de ligue, quoi. Il y a pas comme en France ou en Europe où il y a pas mal de divisions pour jouer. Donc, je me suis dit pour rester dans le basket, ce que je voulais faire, j'étais obligé un peu de passer au coaching à un jeune âge. Donc, la transition s'est faite assez facilement d'ailleurs. J'ai vraiment pris goût assez vite au coaching, quoi. Ok, ok. Et tu as commencé vachement tôt, du coup, le coaching. Comment ça s'est passé la relation avec les joueurs de NCAA, compte tenu qu'il y avait une faible différence d'âge en fait avec les joueurs? Ouais, en NCAA, quand j'ai commencé, je devais avoir 25 ou 26 ans. Donc, la plupart des joueurs avaient entre 18 et 23, 24 ans. Donc, pour eux, j'étais plus un peu un grand frère qu'un coach des fois. Mais ce qui m'a permis de vraiment avoir des bonnes relations avec eux, des relations assez profondes, pour pouvoir vraiment les aider avec le coach à comprendre ce qu'ils voulaient. Ils savaient que j'étais de leur côté, mais au même temps que voilà, j'avais un travail à faire, quoi. Donc ça s'est vraiment bien passé en termes de transition. Ok, d'accord. Super. Et tu as connu les Beaux de NCAA pendant 6 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que Mhm. tu peux nous parler rapidement de l'ambiance que ça représente? Parce qu'en France, on s'imagine un peu, mais je pense que personne ne peut vraiment se rendre compte en fait. Ouais, tout dépend un peu des niveaux. Quand on a commencé, j'étais en division 2. Mais même en division 2, on avait une salle de 5500 places, des super infrastructures. C'est vrai que ça faisait déjà rêver à l'époque. Et quand on a commencé à gagner, la salle commençait vraiment à se remplir. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Après, on a fait un Little Rock en NCAA Division 1. C'était à peu près la même taille de salle, genre 6000 places. Mais en termes d'ambiance, vraiment, quand tu arrives au niveau, genre Texas Tech, conférence Big 12 et tout ça, Ouais. c'est un autre monde, quoi. C'est 16 000 personnes dans la salle, c'est plein presque à tous les matchs, c'est son et lumière, enfin, c'est vraiment, c'est un spectacle, quoi. Donc, des fois, c'est vrai que quand ils font l'hymne national avant tous les matchs et tout ça, ici, tu regardes un peu autour, et c'est vrai que tu te dis, waouh, c'est impressionnant, quoi. Par rapport à ce qu'on connaît un peu en Europe, même s'il y a des salles quand même assez mythiques en Europe, en Grèce, en Serbie et tout ça, où ça chauffe beaucoup. Mais ici, je me rappelle quand on a joué à Kansas pour la première fois, qui est une salle vraiment mythique. Ouais. 16 000 personnes dans une salle qui devrait vraiment seulement en avoir 8 000, c'est assez petit, mais tout le monde est vraiment là-dedans. Et c'est une grosse ambiance, quoi. Et quand il y a un dunk ou un 3 points, le parquet, il tremble. Tu as du mal à t'entendre penser, quoi. C'est incroyable. Ça va être encore pire pendant le Final Four, j'imagine en plus. Ouais, le Final Four, c'est un peu différent parce que c'est 75 000 personnes. Ah ouais, c'est ça. Mais tu es un peu sur une île au milieu de nulle part parce que là, c'est dans un stade de foot américain. Le terrain est un peu surélevé. Et en même temps, même s'il y a beaucoup de fans, que pour nous, Texas Tech ou l'équipe contre qui on jouait, il y a beaucoup de fans qui sont neutres au Final Four. Alors quand tu vas jouer à Kansas, c'est 16 000 personnes qui sont contre toi, quoi. Il n'y a pas une seule personne pour toi. Donc c'est une ambiance un peu différente. Ok. Et comme tu as bien connu justement le championnat universitaire, j'aimerais te demander sur ton avis, si tu as un avis assez tranché sur le cas de Jalen Green.
Ouais, c'est assez intéressant. Je crois qu'ils ont un peu commencé l'année dernière et ils ont voulu lancer ce projet, mais ils avaient pas pensé à tout, quoi. Je crois que c'était 125 000 ou 150 000 l'année dernière, mais ça paraît beaucoup d'argent pour des joueurs qui vont gagner plusieurs millions de dollars par la suite. C'était peut-être pas assez. Et puis il y a aussi le fait que voilà, l'année dernière que ça avait commencé ce projet, c'était pour faire jouer des joueurs dans les vraies équipes de G-League. Donc, ça veut dire jouer à Sioux Falls, ça veut dire jouer à Fort Wayne, ça veut dire jouer un peu dans les petites villes américaines. C'est pas très sexy, quoi. Bien sûr. Alors que là, la nouvelle formule, apparemment, déjà, il y a beaucoup plus d'argent. On parle de 500 000 de base. Et puis après, de jouer dans une équipe vraiment dédiée à ça, qui, je crois, qui va être à Los Angeles ou en Californie. Ouais, en Californie. Donc, c'est beaucoup mieux. Après, ça va vraiment, ça, c'est un peu un prototype cette année. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Mm. Honnêtement, je pense que les joueurs ont beaucoup à y gagner de faire un an NCAA. Des fois, par exemple, si tu prends l'exemple Zion Williamson, ouais, il était connu en sortant de high school, mais le fait qu'il ait explosé à Duke et qu'il ait fait une grosse saison avec la médiatisation de la NCAA l'a vraiment aidé. S'il avait fait, par exemple, s'il était allé en G-League l'année dernière, il n'aurait jamais signé un aussi gros contrat avec Jordan cette année Bien sûr. en étant rookie, quoi. Donc, à voir, ça va vraiment être intéressant. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Ah, c'est clair. Et tu penses que sur le long terme, ça peut être dangereux pour la NCAA, ce qui est en train de se passer? Oui et non. Je pense que oui, parce que ça pourrait prendre un peu les plus grosses stars de la NCAA. Par exemple, on parlait de Zion Williamson, c'est des joueurs qui font vendre un petit peu. Mais le basket NCAA est tellement ancré dans les mœurs américaines que je vois le basket NCAA sera toujours vraiment important aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est possible. Après, il y a aussi c'est seulement quelques joueurs, quoi. C'est que des five stars, c'est que des joueurs de très très haut niveau. Donc, ils vont pas prendre non plus 50 joueurs, quoi. Mais c'est vrai que c'est problématique. Après, il y a aussi le problème de la draft et des joueurs qui pourraient sortir directement de high school qui devraient se poser d'ici 2 ans, je pense. Donc, à voir ce que la NBA et la NCAA vont décider de ce côté-là. Ok, ok. Et là, je vois justement, tu as ton polo, tes corporate, Minnesota Timberwolves. On sait qu'il y a eu des contacts avec le Jazz, les Mavs, les Sixers. Pourquoi est-ce que ça s'est pas fait? Ouais, en fait, c'est vraiment au début, quand je tentais de percer, de connaître du monde en NBA avec les Jazz, j'étais proche. Ils m'ont fait venir là-bas, hôtel, ils m'ont payé un billet d'avion, tout, pour un entretien. Alors, de ce que j'ai compris, j'étais dans les deux finalistes. Mhm. Ils ont décidé de prendre quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience NBA que moi. Mais donc, ouais, ça s'est bien passé pour moi parce que je suis retourné à Texas Tech, on allait au Final Four, donc tant mieux. Après, avec les Mavericks, en fait, ils n'avaient pas vraiment de poste ouvert. Le coach, donc Rick Carlisle, connaît un peu mon coach. Ils ont parlé au téléphone et Carlisle était intéressé de me faire venir pour me parler. J'ai passé plusieurs heures là-bas avec eux, une demi-journée, regarder un peu leurs entraînements individuels. On en parlait pendant 2 heures après avec leur staff. Mais ils n'avaient pas vraiment quelque chose à proposer à ce moment-là. Et après, les Sixers, ils avaient deux postes ouverts. Et après, ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit que, après, ils sont venus vers moi après que j'ai pris le job à Minnesota, mais ils m'ont dit que le premier job, j'étais trop qualifié pour. Ils voulaient pas vraiment me donner ça. Ils ne pensaient pas que c'était bon pour moi. Et le deuxième, ils ne pensaient pas que j'avais assez d'expérience NBA, quoi. D'accord. J'étais un peu entre les deux. Mais très bon contact qui, par la suite, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ok, d'accord, super. En tout cas, le principal, c'est aujourd'hui, t'es à Ah, Minnesota. C'est top. exactement. Alors finalement, en 2019, justement, tu intègres le staff de Ryan Saunders. C'est un coach qui est vachement jeune comme toi. Enfin, vous êtes, en général, on a l'habitude de voir des personnes qui sont vachement expérimentées. Le contact, j'imagine qu'il a dû se faire assez facilement, du coup, non? Ouais, assez facilement. C'est un gars qui est vraiment. Il est facile à parler, quoi, à parler avec lui. Il, Et comme tu dis, il a presque mon âge. Des fois, c'est un peu bizarre parce que, comme tu dis, on a l'habitude de quelqu'un qui est plus vieux. J'ai toujours travaillé pour des coachs qui étaient vraiment plus vieux que moi.
Et là, c'est une relation qui est différente parce qu'on a un peu le même âge, mais en même temps, voilà, c'est le head coach, quoi. Donc, Ça. des fois, tu sais pas trop comment agir, tu sais pas trop si tu dois vraiment à faire en sorte que tu lui montres vraiment beaucoup de respect, ou des fois j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment envie que tu le traites comme s'il avait 50 ans, tu vois. Ouais. Donc des fois c'est assez difficile, mais c'est cool, il est vraiment bien. J'aime beaucoup travailler pour lui, donc ça se passe bien. D'accord, ouais, bah, j'imagine les relations doivent être plus simples quand même, enfin plus simples. La communication, en tout cas, doit se faire plus facilement quand tu parles Ouais, à quelqu'un qui a à peu exactement. près ton âge. Ok. Et du coup, tu es coordinateur vidéo, chargé de développement individuel des joueurs. C'est assez méconnu en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton travail? Ouais, donc c'est un peu deux parties. La partie vidéo, c'est moi qui gère toute la vidéo pour nos coachs et nos joueurs. J'ai deux personnes qui travaillent pour moi ou avec moi. Et donc, au terme des coachs, c'est vraiment aider sur tout ce qui est scouting, les aider à monter les scouting reports, regarder les matchs, les codifier, comme on dit, vraiment les découper possession par possession, et vraiment leur donner le plus d'infos possible. Il faut connaître un peu tous les systèmes de toutes les équipes, vraiment donner toutes ces informations aux coachs. Après, on les aide à monter leur scouting report. Et puis après, avec les joueurs, c'est plus leur montrer des vidéos plus courtes, des clips avant les matchs, après les matchs, des clips sur les autres équipes, sur ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est la partie vidéo qui prend pas mal de temps. Sur le développement des joueurs, c'est plus avant les entraînements, avant les matchs, après les entraînements, ou le matin, le soir. C'est vraiment des entraînements individuels avec qui donc soit j'aide les coachs qui sont en train de gérer l'entraînement individuel, ou alors des fois j'ai la chance de pouvoir le gérer tout seul. Donc ça dépend un petit peu de qui est libre et de quel joueur on parle. Évidemment, c'est la partie qui est un peu la plus intéressante, même si la partie vidéo c'est pas la plus intéressante, mais d'un côté, c'est tous les coachs qui rentrent en NBA et qui ne sont pas donc, joueurs NBA à la base. C'est un peu par là qu'ils passent, parce que ça te permet de vraiment comprendre la NBA, de comprendre tous les systèmes, toutes les équipes. Donc, c'est très intéressant en termes de basket. Après, c'est beaucoup de travail. D'accord, ouais, j'imagine. Et bah, du coup, je voudrais te demander ce que tu aimes le plus dans ton métier et à l'inverse, ce qui te plaît un peu moins, quoi. Ouais, le plus, c'est vraiment la relation avec les joueurs, le développement individuel, regarder la vidéo avec les joueurs, être sur le terrain avec les joueurs. C'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup faire. Après, ce que j'aime le moins, comme on vient de dire, un peu la partie vidéo, des fois, c'est pas toujours facile. Le match est fini, tout le monde rentre un peu chez soi, et toi, il te reste 2 ou 3 heures de travail, ou le soir, il faut codifier des matchs qui sont sur la côte ouest qui commencent à 10 heures du soir ici, et donc tu travailles jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Ouais, Donc, des fois, voilà, ça fait partie du job, mais c'est pas le plus plaisant, quoi. j'imagine. Ok. Ok, ok. Et bah, justement, concernant les joueurs, tu les côtoies au quotidien. Je voulais te demander si bon, ils ressentent la pression évidemment, mais est-ce qu'ils en parlent? Je pense justement, comme tu es à Minnesota, Andrew Wiggins, bon, qui est parti cette année, mais sur lequel il y avait beaucoup d'espoir qui étaient placés, il n'a jamais vraiment réussi à exploser. Est-ce qu'ils en parlent entre eux? Est-ce qu'ils sont hermétiques à ça ou comment ça se passe? Ouais, ils en parlent. Wiggins est un peu différent parce c'est quelqu'un qui est pas très ouvert de nature, qui est un peu introverti. Donc il parle pas énormément, à moins qu'il fasse vraiment confiance à certaines personnes. Mhm. Après, il y a d'autres joueurs qui sont beaucoup plus ouverts et qui en parlent beaucoup plus. Donc ça dépend vraiment des personnes. C'est sûr que ça a un impact sur eux. Après, le basket, les gens ils se disent ouais, ils sont juste joueurs NBA et tout ça, ils ont la belle vie, mais le basket c'est un peu toute leur vie, quoi. Donc tout ce qui se passe sur le terrain et autour, ça les impacte très fortement parce qu'ils sont un peu dans une bulle où il n'y a que le basket. Donc comme on a vu là ces derniers mois et ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé de santé un peu mentale et tout ça, comme Kevin Love et ce genre de choses. Donc c'est vrai ça touche tout le monde, quoi. Plus parce qu'ils sont lyonnais et jouent au basket, ça change rien, quoi. C'est sûr, tu as certains médias qui n'aident pas aussi forcément en mettant tout le temps sur eux, donc non, je comprends, je comprends. Ok. Bien sûr. Et les Wolves, justement, ils ont effectué un des plus gros trades cette année. Ils ont récupéré Russell.
Est-ce que le staff est consulté avant de prendre ce type de décision ou c'est simplement le coach et le GM qui sont mis au courant avant de faire le trade? Ouais, ça dépend un petit peu des équipes. Il y a des équipes où nous, par exemple, le GM et le coach et nous, on est vraiment tous un peu sur la même longueur d'onde. On travaille tous ensemble, c'est très collaboratif. Après, il y a des franchises NBA où c'est un peu la guerre entre le coach et ce qu'on appelle le front office avec le GM et tout ça. Donc, ils prennent un peu leurs décisions et le coach ne sait pas toujours ce qui se passe. Pour nous, dans ce trade-là, c'était un peu différent parce que on avait essayé de récupérer Russell cet été. On était très proche avant que Golden State intervienne. Donc, pendant entre cet été et un peu le trade, c'était toujours un peu sur la table. On en parlait. On savait que c'était peut-être une possibilité. Des jours, ça avait l'air impossible, d'autres un peu plus proches. Mais ils ne nous demandent pas vraiment notre avis, mais on savait un petit peu ce qui se passait. Après, ça se passe super vite. En 1 heure de temps, c'est fait. Donc, d'un seul coup, on a 8 nouveaux joueurs. Et à chaque fois, le coach il part et il revient 5 minutes après, on a un nouveau joueur. Quoi. Donc, c'était assez incroyable. Quoi. Mais c'était cool de voir un peu comment ça marche dans les coulisses. D'accord, ouais, et justement, moi je vais te demander, parce que nous on a une vision en France, après c'est peut-être biaisé, donc c'est pour ça que je vais te demander, mais quand on parle de Russell et Karl Anthony Towns, tout le monde dit bah il vient là juste parce que c'est son meilleur pote et voilà quoi, c'est son pote, donc ils veulent jouer ensemble. Est-ce qu'ils sont très très proches dans la vraie vie? Est-ce que tu penses que Karl Anthony Towns justement il a beaucoup pesé dans la balance pour ce trade ou il n'est pas consulté? Ouais, je crois qu'ils sont amis, ils sont assez proches, ils se connaissent depuis pas mal d'années. Donc je pense que oui, ça a pesé dans la balance, mais bon, Russell il avait le choix de venir à Minnesota cet été, et il a décidé d'aller à Golden State. Là, sur le trade, il n'a pas vraiment eu le choix. C'est un trade, donc il est un peu obligé de le faire. Mais je pense que depuis qu'il est ici, il est vraiment content d'être ici. Le fait que Carl Anthony Towns soit son ami, ça aide. Il a aussi un autre joueur dans notre équipe avec qui il est assez proche depuis pas mal d'années. Donc ça aide beaucoup et je crois qu'il avait vraiment besoin de se poser. Il a fait pas mal de stops ces dernières années. Et donc là, je crois qu'il a vraiment la chance de pouvoir se poser, de jouer avec des joueurs qu'il connaît déjà, avec beaucoup de responsabilités. Donc je pense qu'il a l'air vraiment content d'être ici. Ouais. Bah écoute, on est pressé de voir ça l'année prochaine, voir comment ça va jouer les deux ensemble. Je voulais te demander aussi, concernant l'organisation d'une franchise NBA, combien environ il y a de personnes qui sont employées et combien de personnes du staff voyagent avec les joueurs en road trip? Donc après, il y a toute la partie business, tout ce qui est marketing, billetterie et tout ça. Si on se concentre plus sur la partie basket, il y a, je crois, 13 ou 14 coachs au total. D'accord. Après, il y a 2 kinés à plein temps, un docteur à plein temps, deux préparateurs physiques à plein temps, euh, une masseuse à plein temps. Donc, tout ça, c'est des gens qui voyagent avec l'équipe. Après, en général, on voyage à peu près 15 joueurs. Donc, tu as à peu près une quarantaine de personnes quoi, qui voyagent avec l'équipe en général. Ok. Après, le GM vient de temps en temps, des fois l'assistant GM ou des personnes du front office, ça dépend. Ils ne viennent pas sur tous les voyages. Quoi. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous parler rapidement des conditions de voyage? Donc j'imagine que vous êtes dans les mêmes conditions que les joueurs, ça fait un peu rêver. Comment ça se passe? Ouais, c'est cool. C'est avion privé. Donc, tu arrives à l'aéroport privé, tu sors de ta voiture, tu montes directement dans l'avion. Les joueurs sont à l'avant. Donc, quand tu rentres dans l'avion, à gauche, tu as à peu près tous les joueurs. Et après, si tu vas à droite, tu as tout le reste. Tu as les coachs qui sont un peu ensemble. Et puis après, tu as tout le reste parce qu'il y a d'autres personnes encore qui voyagent. Tu as toute la partie marketing et tout ça, les réseaux sociaux, ces personnes-là qui sont un peu plus à l'arrière. Mais ouais, c'est la première classe. Quoi, hein. Tu peux commander à manger, tu peux. Voilà, c'était pas. Tu as de la place pour les jambes. Enfin, ça va. Quoi. Tu m'étonnes. Excellent. Ok, ok. Et si la NBA venait à reprendre dans la mesure où les Wolves ils sont pas qualifiés pour les playoffs, tu devras quand même travailler, faire un travail de visionnage des matchs pour ton équipe ou tu es en vacances au même type que l'équipe pendant les playoffs? Ouais, tout dépend un peu de ce qui va se passer. Je crois que là, apparemment, ce qui va se passer, c'est qu'ils veulent reprendre la saison à Orlando, à Walt Ouais. Disney. C'est un peu ce qu'on a vu. C'est les mêmes informations que nous, on a.
Maintenant, à savoir quel format ils vont utiliser. Est-ce qu'ils vont refaire jouer les 30 équipes? Est-ce qu'ils vont aller directement en playoff? Est-ce qu'ils vont seulement faire jouer les équipes entre la 8e et 12e place ou la 6e et 2e place pour voir qui va en playoff? Donc, on ne sait toujours pas si on va rejouer ou pas. La NBA va reprendre, on est presque certain maintenant, d'une certaine façon. Nous, on ne sait toujours pas si on va jouer ou pas. Donc, on attend déjà de voir ça, quoi. Donc, si on reprend, évidemment, il y aura du travail. S'ils vont directement en playoff ou qu'ils ne prennent pas les équipes un peu de bas de classement, on verra un peu ce qui va se passer. Je pense que le coach aura du travail pour nous, même l'été dernier, même si ce n'était pas pendant la saison. Il y a des projets à faire, il y a de la vidéo à regarder, étudier certaines choses, mais ce n'est pas aussi intense que pendant la saison. Ok. Ok, ok. Et justement, tu parles des équipes de bas de classement. Si pour la draft, on ne sait pas encore comment ça va se passer la draft non plus et quand est-ce que ça va avoir lieu, mais est-ce que tu es consulté, par exemple, à titre de coordinateur vidéo pour les prospects à recruter par le GM ou pas du tout? Ouais, il nous demande un peu notre avis, il nous donne des joueurs à regarder avec des sujets spécifiques sur lesquels ils veulent qu'on se concentre. Mhm. Là, il m'a donné 6 joueurs avec un des assistants. On travaille un peu ensemble sur eux. Ils ont un peu fait ça avec tous les assistants, tout le personnel vidéo. Donc, on travaille là-dessus pour leur donner notre avis. Après, il y a des franchises NBA où les coachs sont pas du tout, ils travaillent pas du tout avec la draft ou le GM là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, c'est très collaboratif ici, donc c'est bien. J'ai même ils ont demandé la dernière fois si certaines personnes voulaient venir, enfin c'est sur Zoom maintenant, mais les interviews de la draft ont un peu commencé, surtout avec des joueurs de second tour, des joueurs qui ne savent pas s'ils vont rester dans la draft et tout ça. Donc j'ai la possibilité de pouvoir regarder ça. Ils nous ont laissé un peu rentrer sur le Zoom et voir comment ça se passait. Moi, ça m'intéressait beaucoup, voir un peu quelles questions ils posaient, ce genre de choses. Ah ouais, j'imagine. Donc c'était bien, c'était intéressant. Donc ouais, ils demandent des vidéos, ce genre de choses. Après, c'est leur travail à eux, quoi, de prendre les décisions. Euh, Bien sûr. D'accord. Bon, là, je dérive un peu, mais comme on est sur la draft, je suis obligé de te poser la question. On a interviewé récemment Yves Ponce, le français, je pense que tu le connais. Ouais, ouais, bien sûr. Sur les mock drafts, il est même pas prévu à fin de deuxième tour, il est prévu dans les 80, 70. En France, c'est incompréhension totale parce que bon, c'est un monstre, hein, enfin, physiquement, athlétiquement, etc., même en défense. On a du mal à comprendre comment t'expliques qu'il soit aussi peu valorisé, entre guillemets, par les scouts. Ouais, entre la NCAA, l'Europe et la NBA, le jeu est vraiment, vraiment différent. Donc là, il a fait vraiment une bonne saison au NCAA. Je l'ai suivi d'assez près. D'ailleurs, je l'avais recruté quand il était à Texas Tech. Ouais. Il avait visité chez nous, tout ça, donc je le connais assez bien, lui et les gens autour de lui. Euh, il a un jeu qui en NCAA est vraiment un très gros défenseur. Il peut faire pas mal de choses. Physiquement, il est au-dessus un peu de tout le monde. Après, quand on passe en NBA, le niveau physique, c'est toujours un monstre physique, mais l'écart entre lui et le reste sera beaucoup moins. Après, s'il veut jouer au poste 3, qui est vraiment le poste où en NBA, il aura besoin de jouer vu sa taille. Il a besoin voilà, d'améliorer son shoot, il a besoin d'améliorer son maniement de ballon. Euh, donc, il y a pas mal de parties de son jeu qui ont besoin d'être améliorées pour vraiment qu'il soit vraiment efficace en NBA de suite. Après, il y a des choses que voilà, la NBA va beaucoup aimer en termes de qualité physique, en termes de défense et tout ça. Mais il a encore beaucoup de travail à faire. Mhm. Ok. Et tu penses, toi, ton avis vraiment, tu penses qu'il risque d'être drafté dans fin de deuxième tour ou pas? Ouais, c'est possible. Après la place genre 45, tout dépend. En fait, les équipes, ils n'ont plus vraiment personne qu'ils aiment beaucoup. C'est ça. Donc, ils ont des joueurs sur lesquels ils sont prêts à un peu tenter un pari, quoi. Et des fois, ça paye. Il y a des joueurs qui sont NBA depuis plusieurs années qui étaient en fin de deuxième tour, même pas draftés. Bien Euh, sûr. donc, tout ce qu'il faut pour être drafté en fin de deuxième tour, c'est qu'une équipe t'aime bien, quoi, et qu'ils se disent, on va prendre une chance sur lui. Donc, voilà, entre 45 et 60, même 80, il n'y a pas énormément de différence.
Et puis après, il y a des joueurs qui sont NBA, qui ne sont même pas draftés et qui, voilà, 2 ans après, ils jouent 20 minutes en NBA, quoi. Mm. Donc, c'est quelque chose qui peut très bien lui arriver. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mm. Bah, j'espère pour lui. Écoute, je vais fermer la parenthèse draft parce que c'était pas trop prévu, mais j'étais obligé de te poser les questions. Je vais te demander aussi une question qui me paraît légitime. Est-ce que la vie de famille, c'est pas trop compliqué à gérer au quotidien, étant donné le rythme de vie en fait, tu as le rythme de vie d'un joueur NBA, donc, voire même pire. Donc, c'est pas dur au quotidien à gérer? Ouais, c'est pas facile. C'est un peu la différence. Les gens me demandent souvent, des fois, la différence, la plus grosse différence entre la NCAA et la NBA en termes de travail. Et c'est vrai que le calendrier et les déplacements, ça n'a rien à voir, quoi. Même si en NCAA, tu joues 2 matchs par semaine, en général, un de ces 2 matchs est à l'extérieur, tu pars pendant 2 jours. Mais là, des fois, tu peux être parti pendant 2 semaines, tu peux être parti pendant. Tu peux avoir 3 matchs dans 3 villes différentes en 4 ou 5 jours. Donc, c'est vrai que ça n'a rien à voir de ce côté-là avec la NCAA ou même jouer en Europe. Donc, c'est pas facile, mais quand tu es à la maison, le coach est vraiment cool là-dessus. Il dit quand vous êtes à la maison, qu'on n'a pas de match, rentrez chez vous, quoi. Restez pas à la salle jusqu'à 6 heures du soir juste pour travailler. Rentrez chez vous, allez voir votre famille. Quand on revient d'un road trip, pareil, on nous dit de rentrer chez nous, qu'on puisse passer du temps avec notre famille, parce que 2 jours après, on va repartir, quoi. Donc, c'est pas facile. J'ai la chance d'avoir une femme qui comprend, qui supporte. Mais c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Ouais, j'imagine. Ok. Et est-ce que tu t'es, justement, je vais te demander, est-ce que tu t'es adapté au climat de Minnesota? Comment tu trouves la ville de Minneapolis? La ville est bien. La Ouais. ville est bien. Ouais, c'est une ville, c'est une grosse ville. Par rapport à la norme NBA, c'est pas une énorme ville, mais c'est vraiment la ville ici. Moi, c'est ce qui me plaît. J'habite au centre-ville. Il y a pas mal de choses à faire ici. Après, le climat, c'est un peu compliqué. J'ai passé les dernières années au Texas, où il y a 2 ou 3 mois d'hiver, même pas, et le reste du temps, il fait beau. Là, c'est descendu à -30 cet hiver. Ah, C'est difficile. Apparemment, c'est la ville la plus froide de la NBA. Après, moi, j'ai la chance on est toujours en déplacement. Donc, au mois de décembre, il fait -30 ici. Je peux être à Los Angeles où il fait 25 degrés. c'est ça. Ma femme, par exemple, elle n'a pas cette chance, quoi. Elle est un peu coincée ici. Après, tout est fait pour. Voilà, il fait -30, mais tu habites dans un bâtiment qui a un garage chauffé, parce que tous les bâtiments ont des garages chauffés. Tu sors, tu vas à la salle, tu habites à 1,5 km, 2 km de la salle. Donc voilà, j'ai pas trop de trajet. Quand tu arrives là-bas, tu rentres dans un autre garage chauffé. Donc Ouais. pendant l'hiver, je sors jamais, quoi. Je suis jamais dehors. Ouais, C'est vrai que c'est un peu difficile à s'adapter. Ce qui est le plus dur, en fait, c'est pas vraiment l'hiver en lui-même quand il fait vraiment froid. Et ce qui est le plus dur, c'est genre maintenant, c'est fin mai et il fait 16 degrés et il pleut, quoi. ouais. Donc voilà, et quand il commence à faire beau, c'est une très très belle ville. Il fait juste pas beau assez longtemps, quoi. Faut profiter des beaux jours. Il faut, ouais, quand il fait beau ici, tout le monde est dehors, tout le monde a son vélo, tout le monde est au parc. Il rigole pas ici. Il faut croiser les doigts pour la sortie du calendrier pour jouer contre les Suns en janvier. Ouais, bah ça fait toujours plaisir quand on a un road trip sur la West Coast ou Los Angeles. En général, on joue plusieurs matchs sur la côte ouest. Ça fait plaisir. Tu m'étonnes. Ok. Et pour finir, je vais te demander quels sont tes objectifs avec les Wolves pour la saison prochaine et les tiens à moyen long terme personnel. Ouais, pour nous, bah, on a un nouvel effectif maintenant, comme on en parlait tout à l'heure. On a D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, Malik Beasley. Donc, on a un effectif qui pourrait peut-être changer un tout petit peu cet été, mais voilà, c'est un peu notre base est là, quoi. Donc, maintenant, c'est le temps il est temps de progresser. Il est temps de monter un peu dans le classement et d'essayer de rentrer en playoff. Je pense que c'est quelque chose qui est atteignable. Ça sera notre but l'année prochaine. Et puis, d'un point de vue personnel, pour moi, c'est un peu de continuer à monter les échelons ici et dans la NBA, quoi. Faire un peu moins de vidéos et plus de travail avec les joueurs et voilà, monter dans les rangs. Ok, ça marche. Bah écoute, c'est super. Je fais le tour des questions. Encore merci pour ton temps, c'était super. Et puis je te souhaite le meilleur à Minnesota et du beau temps. Ouais, de rien, pas de souci.